c'est plus quand j'ai passé en sport automobile, en voiture, je dirais, que la pression, elle était différente. Parce que là, tu commences à te dire, ah oui, peut-être que je peux faire une carrière avec ça. Il y a plein de pilotes qui sont très très forts et qui n'ont jamais eu la chance de piloter une F1 ou d'y arriver, tu vois. Ils me disaient, ah, tu dois prendre un avion maintenant, on t'a booké ce vol-là. Donc j'ai pris mes valises et je suis parti. Je pense que les F1 d'aujourd'hui sont même un peu plus lentes en fait qu'à l'époque. Welcome back, épisode je sais plus combien, je sais pas où on est là dans saison 3, mais je crois qu'on est épisode 4, 5. Ça fait plaisir d'être de retour. On est à Monaco et on a une introduction pour notre invité d'aujourd'hui. Joe, le stagiaire, nous écrit une intro qu'on va découvrir ensemble et c'est la nouvelle tradition ici. Donc merci Joe le stagiaire, on va voir ce que tu nous as fait. Alors, né en Belgique, il a parcouru avec énormément de succès toutes les catégories jusqu'à atteindre le summum du sport auto, en participant à 42 courses de F1 et en gagnant un championnat de FE en 2021. Aujourd'hui, il roule pour l'écurie DS Penske en Formule 1 pour la 10e saison du championnat. Faites du bruit pour Stoffel Vandoorne. C'est bon, tous les stats sont bons? Il s'est pas trompé? Oui, je pense, ouais. Hey, bravo! Non, c'était 2022, la FE. Ah merde, Ouais. 2022, on y était Voilà. presque. Et surtout, on a écrit summum, c'est sûr que c'est pas comme ça que c'est écrit. Oui, mais ça passe. Ça passe. Mais welcome, ça fait plaisir. Bon, ton deuxième épisode, c'est bon, t'es local ici maintenant, tu connais bien Propulsion Podcast. Mais on voulait en faire un où vraiment on allait parler de ton histoire en sport auto, parler du coup de la saison de Formule 1 qui arrive et à quoi s'attendre cette année. Mais aussi avoir toutes tes histoires, parce que pour nous, fans de sport auto, d'avoir les histoires de quelqu'un qui a vécu le rêve, quoi, c'est super intéressant. Donc merci de prendre le temps encore une fois d'être ici avec nous. Merci Aymeric et Cédric d'être de retour aussi. Avec ça fait plaisir. toujours plaisir. Et on a deux Belges là. Donc là c'est bon, on est Attention, pays de la les gars. frite, on y va là. Ouais, attention. Ouais. Donc est-ce que... Je sais pas où commencer. Il y a tellement de choses dont on pourrait parler aujourd'hui dans l'épisode, mais on va commencer au commencement avec d'où vient cette passion pour le sport auto pour toi? Où est-ce que ça a commencé? Est-ce que tu as une mémoire vraiment de où tu as commencé à vraiment kiffer les voitures, le sport auto? Ouais, quand même. J'ai commencé assez tôt, genre quand j'avais 5-6 ans, en karting en Belgique. Ok. C'était un peu par hasard parce que ma famille n'a pas vraiment d'histoire dans le sport automobile. Ok. Mon père, il est architecte et en fait, il a dessiné un restaurant d'un karting indoor en Belgique. Donc, quand j'étais très jeune, donc en fait, j'allais juste avec lui à son travail. Et il était très copain avec le patron du karting. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à rouler les premières fois. Heureusement qu'ils devaient refaire le restaurant. Hein. Ouais, heureusement. Sinon, mais ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et voilà, j'ai commencé à rouler petit à petit. Après, le propriétaire du karting, il m'a offert un petit kart et je roulais avec à la maison, en fait. Donc, c'est un peu par hasard. Ok, trop cool. Et est-ce que directement, tu as senti, ou les personnes autour de toi ont senti, ok, il y a quelque chose là avec ce jeune. Est-ce qu'à cet âge-là, on peut le voir s'il y a un jeune qui a du potentiel ou pas? Ou ça arrive plus tard quand tu as 11, 12, 13 ans? Et au début, en fait, il faut juste faire un maximum nombre d'heures et de roulage. Bah, on le voit quand même assez tôt si le jeune il a du talent, tu vois. Ouais. Après, pour savoir si quelqu'un va faire une carrière quand on est si jeune, c'est très compliqué à voir. Après, il faut passer les étapes et il faut que tout aille bien. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je savais ce que je voulais faire. C'était ça, parce que j'ai essayé plein de sports à côté, mais je n'avais pas la même passion que ce que j'avais pour le sport automobile. Donc, je pense que j'étais assez bien, tu vois. J'ai gagné des courses locales chez moi en karting indoor, mais voilà, tu ne sais pas vraiment quand tu passes au niveau supérieur, quand tu passes international, comment ça va se passer, en fait. Moi, j'ai entendu dire que quand tu as commencé ta carrière, on t'a même offert quelques courses au début pour que tu trouves un peu ta voie. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ça? Je pense que c'est plus une question pour mon père, en fait. Tu vois, on n'avait pas énormément d'argent, ça c'est sûr, pour vraiment passer aux étapes suivantes. Après, il a réussi à trouver quelques sponsors pour vraiment passer dans des compétitions internationales et tout. Et j'ai fait 2 ans comme ça, avec un peu d'aide
du team VDK. C'est l'équipe avec qui je roulais à l'époque. Et de l'usine CRG, donc je roulais avec un CRG à l'époque. Donc j'ai eu pas mal d'aide de leur côté pour pouvoir faire les courses et de me faire remarquer en fait. C'est ce qu'il faut, parce que c'est ça le truc qui est particulier avec le sport auto, c'est qu'il faut que vraiment toutes les étoiles s'alignent pour pouvoir atteindre le prochain niveau. Et à chaque fois, passer un cap, ça a l'air vraiment super compliqué. Et tu as tellement de pression sur un jeune, quand même, dans tout sport, mais en F1, en F1, FE, dans n'importe quelle catégorie, pour y arriver, il faut quand même passer des caps à un jeune âge où tu as beaucoup d'argent en jeu parce qu'il y a les sponsors derrière, ça coûte cher de faire ces saisons-là. Tu as le risque quand même dans le sport auto. Et tout ça, tu dois le subir, c'est le mauvais mot, mais il faut l'accepter et être prêt à l'avoir à un très jeune âge. Donc, est-ce que c'est quelque chose dont tu étais conscient, cette pression-là, ou c'était juste, tu es là-dedans, tous tes potes ils sont en train de faire pareil autour de toi et maintenant, ensuite, tu regardes en arrière, tu te dis, ah ouais, c'était quand même quelque chose. Ou est-ce que sur le moment même, t'as la pression toutes les semaines pour avoir la performance? Je pense que la pression, elle arrive un tout petit peu plus tard. Parce qu'au début, tu le fais parce que vraiment, tu adores faire ça et c'est vraiment ta passion, en fait. Ouais. Donc, les premières années, je pense que c'est presque les meilleures années parce qu'en fait, tu le fais vraiment par passion et tu n'as pas encore vraiment cette pression de devoir performer toutes les semaines, en fait, tu vois. Donc, en karting, voilà, tu essaies de faire le mieux et c'est sûr que tout le monde est très compétitif et tout le monde veut gagner. Mais je pense que c'est plus quand j'ai passé en sport automobile, en voiture, je dirais, que la pression, elle était différente, tu vois. Parce que là, tu commences à te dire, ah oui, peut-être que je peux faire une carrière avec ça. Ouais. Alors qu'avant, tu n'y réfléchis pas encore énormément. Justement, tu passes du kart à la Formule Renault 1.6, c'est ça, je pense? C'est ça, ouais. De ce changement, tu te dis, j'ai ma monoplace maintenant. Est-ce que, voilà, c'est ça, tu te dis vraiment, là, je peux vraiment faire une carrière, c'est le début de ça, il faut que je prenne les choses très sérieusement à partir de maintenant. Ouais, c'est vrai, c'était un peu le point tournant pour moi. J'ai eu beaucoup de support de la fédération belge, le RACB, qui m'a pris dans leur national team et qui ont financé les premières saisons en voiture, en fait. Donc là, tu te sens quand même responsable pour faire le job. Et là, il y avait sûrement une pression supplémentaire parce que les attentes, ils étaient très élevées. Il fallait que je gagne les championnats parce que quand on gagne les championnats, on recevait des primes pour passer à la prochaine étape et on avait vraiment besoin de ça. Donc, j'étais presque obligé de gagner les premières étapes. Et là, t'as quel âge là, à ce moment-là? J'ai 31. Oui, là, mais quand tu faisais ce championnat-là j'avais 17-18 ans. Ah ouais, mais t'imagines? Moi, à 17-18 ans, j'apprenais à faire mes lacets, quoi. Mais surtout qu'en Belgique... toujours pas les faire. Ouais, t'as vu? Surtout qu'en Belgique, on est quand même un petit pays. On dit ça souvent, mais c'est la vérité pour ce qui est du sport auto. On n'est pas un pays comme la France qui ont des budgets un peu plus gros en termes d'automobile club et tout ça. On n'a pas les mêmes budgets. Donc, ou l'Angleterre, encore. C'est ça, exactement. Donc j'imagine que quand tu es pilote et qu'on te donne un espèce de budget pour performer, là tu sens vraiment que tu as presque limite le pays sur les épaules, quoi, en vrai. Ouais, pas forcément, mais oui, c'est vrai que c'est un très petit pays, mais pas très très grand au niveau du sport automobile. Vous avez un des plus grands circuits quand même. Ouais, ça oui. On a c'est ce qui fait tout. Ouais. ça aide. Mais c'est vrai qu'on en parlait avec Thierry Neuville aussi. Ouais. Parce que lui, qui est passé par en fait la même filière que moi, par la fédération belge qui a cherché des jeunes talents en fait. Ils ont un bon œil quand même parce que si tu y penses, pour un pays comme tu dis qui est petit, il y a quand même cet amour pour le sport auto. Et cette envie de soutenir quand même des jeunes et de, s'ils le peuvent, mettre les outils qu'il faut dans vos mains pour arriver au plus haut niveau. Et c'est beau quand même de voir, que ce soit en rallye ou sur circuit, qu'il y a eu ce succès, quoi. On va dire la plupart de ceux qui choisissent,
ils arrivent au plus haut niveau. Il y a un bon ratio là, le de ratio, il succès. est pas trop mal. Il est pas trop mal. Mais en France, on a ça nous aussi. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de trucs en France. Parce que un jeune qui fait du kart et qui gagne pas mal de fois, il peut aller aussi avoir ces aides-là. Après, le truc, c'est que, je sais pas, hein, tu nous diras, mais j'ai l'impression que c'est très imprévisible. Tu peux mettre tous les outils qu'il faut dans les mains d'un jeune qui peut gagner, je sais pas, 2 championnats, arriver à un certain niveau, avoir une mauvaise année dans une mauvaise écurie où il s'entend pas bien avec les gens dans l'écurie, pas le bon moteur dans la voiture, je sais pas, quelque chose comme ça. Et même si c'est pas particulièrement de sa faute, il y a un concours de circonstances qui peut dire que quelqu'un qui avait parfaitement le potentiel d'arriver dans les autres catégories n'y arrive pas et très souvent pas de sa propre faute. C'est sûr, il faut toujours avoir un peu de chance aussi d'arriver au bon moment dans les bonnes équipes et de faire les résultats pile au bon moment. Et voilà, il y a plein de pilotes qui sont très très forts et qui n'ont jamais eu la chance de piloter une F1 ou d'y arriver, tu vois. Alors qu'ils ont certainement un talent très élevé aussi. Ouais, et pour les fédérations qui investissent dedans, tu prends toujours ce risque-là parce que tu as beau mettre les outils dans les mains de la bonne personne en soi, tu sais toujours pas. Il y a un YouTuber qui a dit récemment, on n'aura jamais le meilleur pilote. On peut pas trouver le meilleur pilote au monde. C'est pas possible, j'ai vu. Je crois que c'est Despiello qui a dit ça. Ouais. Il doit y avoir quelque part dans le monde des pilotes qui sont exceptionnels, dont on n'a jamais entendu parler parce qu'ils n'ont pas été donnés les outils qu'il faut. Déjà, ils n'ont pas les moyens pour commencer, déjà, tu vois, parce que malheureusement, le temps d'aujourd'hui, le karting, déjà, ça coûte très très cher. Donc il faut déjà, pour commencer le karting, ce qui est vraiment la base du sport auto presque, il faut avoir beaucoup de budget, donc c'est pas donné à tout le monde. C'est des centaines de milliers par an. Tu fais combien de courses quand tu commences à 6 ans? Tu fais à peu près combien tous les week-ends en général? À 6 ans, peut-être pas encore énormément, mais je veux dire, quand tu arrives autour de 9, 10, 11 ans, si tu veux vraiment faire une saison en international, tu fais une vingtaine, 25aine de courses par an, quoi. Wow. J'avais lu un average en ligne qui disait qu'un championnat local de karting, t'en as pour peut-être entre 40 et 60 000 euros pour quelques courses, en gros. Et par contre, tu pars international, là, les budgets, ils vont dans les 200 à 300 000 euros. Ouais, c'est 300 000 pour ceux qui font un programme ultra chargé, ils arrivent facile à 300 000. Donc c'est soit t'es bon, soit tu t'es endetté. Ouais, c'est ça. Et après, 300 000, même si c'est énorme, mais c'est que le début. Après, quand tu arrives à Formule Renault, tu arrives aujourd'hui, tu as F3, F2, et ensuite tu arrives en F1, c'est des budgets qui sont hallucinants, mais au moins, il y a des sponsors qui sont là, qui sont ici pour aider des jeunes à atteindre ces niveaux-là. Est-ce que toi, tu te souviens d'un moment particulier où tu t'es vraiment dit « Ok, là, il y a vraiment le potentiel pour que j'arrive au plus haut niveau ». Est-ce qu'il y a eu une course, un championnat, un moment, un tournant pour toi? Je pense que c'était en 2012 quand je gagne le championnat de Formule Renault 2 litres. Okay. J'avais fait la F4 avant, donc la première année en voiture. J'avais gagné ce championnat, mais la Formule Renault 2 litres, c'est un autre niveau encore. Tu vois, c'est un championnat très international où il y a beaucoup de pilotes de F1 qui sont passés par là. Red Bull, il mettait ses juniors là-bas aussi, donc la compétition, elle était très élevée. Et quand j'ai gagné ce championnat-là, c'est là que j'ai eu mon premier contact avec McLaren aussi. Okay. Donc c'est là que j'ai quand même senti qu'il y avait des possibilités pour y arriver. Ouais, il y a des portes qui s'ouvrent et surtout là, tu as montré tes capacités à côté de tous les autres qui étaient aussi en route pour ce niveau. Ouais. Il y avait des pilotes qu'on connaît maintenant avec qui tu... Ouais, il y avait Carlos Sainz, il y avait Daniil Kvyat, Robin French. Donc il y avait un très Pierre, il était là niveau. aussi, Gasly, Ocon, il était là, donc il y avait pas mal de monde. Toi, quand tu entres dans le programme McLaren, c'est à partir de la 3,5 litres, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est juste après le titre de 2 litres. Ouais. Et là-dedans, il entre vraiment, t'es à côté d'un certain Kevin Magnussen, non? C'est ça, ouais. C'est ça, si je me souvenais bien, c'est ça. Ça, d'avoir le soutien de McLaren
ça doit être une sensation quand même assez incroyable parce que, mythique, quoi. Et de les avoir derrière toi, c'est où tu dois vraiment te dire, bon, là, les portes s'ouvrent potentiellement. Est-ce que tu le vis bien à ce moment-là ou tu le vis comme encore plus de pression? Non, je le vivais très bien parce que à cette époque-là, la filière McLaren, c'était quand même très réputé. Et surtout, voilà, on avait l'histoire avec Lewis Hamilton, ce qu'ils avaient fait. Tu vois, il l'avait formé depuis qu'il était jeune. Et je faisais partie de 2 ou 3 pilotes qui étaient dans ce programme. Donc, c'était Kevin Magnussen et Nick De Vries. Ouais. Donc, voilà, c'était quand même une filière qui était hyper bien préparée et ça m'a vraiment apporté beaucoup de rentrer là-dedans, tu vois. Pas que financièrement pour me soutenir pour les prochaines étapes, mais aussi pour mon apprentissage à moi-même, tu vois. Donc, le technique, d'avoir accès à tout ça, de pouvoir parler avec des ingénieurs, d'avoir accès à un entraîneur qui sait ce qu'il faut pour se préparer pour la F1 et tout, tu vois. Donc, tu commences jeune avec tous les meilleurs outils, justement, pour apprendre. Et la relation avec les autres pilotes, donc un Magnussen, un Nick De Vries, à ce moment-là, vous avez passé beaucoup de temps ensemble, j'imagine, mais vous savez que vous vous battez un peu aussi pour vos futures carrières. Ouais. Donc, ça doit être compliqué quand même comme relation, surtout à cet âge-là, où tu cherches tes potes, ton entourage, tu sais. Il y a beaucoup de choses à gérer. Tu es en train de devenir l'homme que tu vas être dans le futur et tout. C'est beaucoup de choses à encaisser quand même. Ouais, je pense qu'avec Kevin, c'était peut-être un peu plus compliqué parce qu'on était vraiment adversaires en piste et on était dans la même filière. Donc, c'était un peu une bataille qui va avoir ou qui aura la chance d'avoir un baquet chez McLaren dans le futur, en fait. Tu vois. Donc, c'était peut-être un tout petit peu compliqué, mais on a bien vécu ça et ça n'a pas vraiment posé de problème au final. Parce qu'il a l'air d'être pushy aussi sur circuit. Magnussen aussi. Il faut le demander. On a eu des belles batailles. Donc. Il laisse pas la porte ouverte, quoi. Mais donc cette saison-là, c'est donc justement Kevin reçoit le baquet, si je ne m'abuse. Dans le championnat, vous terminez comme 1 et 2. Ouais, voilà, c'est ça, 1 et 2. Donc c'est vraiment c'était la bataille ultime. Bon, il faut te demander, tu étais un peu dégoûté sur le moment? Oui et non, parce qu'en fait, Kevin, c'était sa 2e année. Moi, c'était ma première année. Donc voilà, je savais où les attentes de McLaren, ils n'étaient pas que j'allais battre Kevin non plus. Mais on était proches. On a quand même terminé très proche de lui. On a gagné pas mal de courses cette année-là. Et voilà, je pense que peut-être pour moi-même, c'était un peu trop tôt aussi de passer en F1. En fait, tu vois, j'avais besoin encore de faire une année en plus, ce que finalement j'ai fait en GP2 aussi. Donc. Ouais, et GP2, extrêmement compétitif, extrêmement physique aussi, non comparé à d'autres catégories. Un peu similaire à la Formule 1 aujourd'hui où tu n'as pas la direction assistée. Ouais, c'est ça, ouais. Si je ne m'abuse, comme dirait Cédric, quand même, il le sort à chaque fois, celui-là, il est pas mal. je l'ai appris, si je ne m'abuse. Il est passé crème comme une lettre à la poste. Si je ne m'abuse, c'est pas si je ne m'abuse. Mais ouais, donc tu arrives en GP2, donc aujourd'hui F2. La F2, ouais. Et comment se passe cette saison pour toi? C'était bien, j'ai fait 2 années avec ART. La première, je termine 2e aussi, et la 2e, je gagne le championnat. Mais pour moi, c'était mes meilleures années, je dirais, en sport auto, tu vois, en termes de ce que j'ai vécu avec l'équipe, de sensations avec la voiture. J'ai presque battu tous les records en GP2 à l'époque, donc en nombre de pole position, nombre de victoires. Meilleur tour en course, voilà, presque tout. Mais je me sentais vraiment bien. Très bien dans l'équipe. L'état d'esprit, il était hyper bien et je m'entendais bien avec les gens autour de moi. Et le feeling que j'avais dans la voiture, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas tous les ans, en fait. Tu vois, j'étais vraiment au top de la voiture. Je savais exactement comment exécuter les courses et tout. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on retrouve tous les ans en fait. Avec le rythme où t'allais, limite, c'était, tu te disais, t'entrais en week-end et tu savais que t'allais faire un podium presque. Ouais, presque, ouais. C'était je savais que si moi je faisais le job, que j'avais la voiture pour et que j'avais toutes les opportunités de faire la pole ou de gagner une course. Et là, tu dois commencer à goûter à la F1 quand même parce que en GP2, donc aujourd'hui F2,
le championnat suit la Formule 1 aussi. Il y a beaucoup des mêmes circuits. Tu as cette ambiance F1 autour. Et quand tu arrives, comme tu disais, Cédric, en sachant que tu vas finir sur le podium, là, tu dois commencer à dire, bon, ça sent bon là pour arriver en Formule 1. Et après, il y a un moment où Alonso, du coup, a pas pu faire une course suite à un accident, c'est ça ? Ouais, c'est ça, en 2016. Hein. 2016. Et il t'appelle. Comment ça se passe, ça, d'ailleurs ? Enfin, tu reçois... Comment est ce moment pour toi ? Ouais, j'étais au Japon, en fait. J'étais en test là-bas, en Super Formula. Okay. Et voilà, 2 semaines avant, Fernando, il avait eu son crash en Australie. Mais tout avait l'air OK, tu vois. Il n'y avait pas besoin de réfléchir ou de penser qu'il n'allait pas rouler. Sauf que le jeudi, il avait un check-up avec l'équipe médicale à Bahreïn. Et il était toujours pas OK. En fait, il avait, je sais pas, fissuré une côte ou un truc comme ça. Il était pas encore. Un beau crash, hein. Je sais pas si vous vous souvenez. Il avait fait un tonneau. Beau tonneau, c'était pas rien. Donc il avait fissuré une côte et il était pas bien. Donc du coup, j'ai reçu un coup d'appel de Eric Boulier, c'était à l'époque, qui était le team principal. Et il me disait, tu dois prendre un avion maintenant. On t'a booké ce vol-là. J'étais au milieu de la journée d'essai au Japon, donc j'ai pris mes valises et je suis parti pour la course, quoi. Quand tu vois le numéro sonner, est-ce que tu t'es dit ça pourrait l'être, ou est-ce qu'il t'appelait régulièrement ? Ouais, on s'appelait régulièrement, donc, okay. donc voilà. Ouais. Et après, tu imagines la réaction des gens autour, tu dis je suis vraiment désolé, je dois y aller, mais si vous savez pourquoi, vous allez comprendre, quoi. Dans l'avion, tu dois crier. Tu imagines, t'es là, tout le monde, écoutez ce que je vais faire. Et après, t'arrives et ça doit être, tu dois t'adapter super vite. C'est ça la chose aussi en sport auto. C'est pas juste les capacités dans une voiture, c'est la capacité de s'adapter à toute situation. Et là, c'est un peu le test ultime. T'arrives, il y a toutes les caméras sur toi parce que un week-end comme ça, c'est la nouveauté du week-end, c'est toi. Donc tout le monde te regarde. Tu remplaces quand même un mythe de la Formule 1. T'arrives là, est-ce que c'était plus de pression, plus de tout que tu avais vécu avant dans ta carrière, ou est-ce que justement tu te sentais prêt à ce moment-là pour prendre ça ? En fait, l'appel il est arrivé tellement tard que j'ai pas vraiment eu l'opportunité de me mettre à la pression, en fait, tu vois. Okay. Donc c'est arrivé tellement tard. Je me rappelle encore dans l'avion, j'avais reçu tous les documents avec les infos sur le volant et tout, tu vois. Donc pour vraiment apprendre tout avant que j'arrive. Donc j'ai fait un peu d'études dans l'avion avant d'arriver. Le gars à côté de toi dans l'avion qui regarde, il dit qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'il regarde lui ? Donc je sens que j'avais pas vraiment eu l'opportunité de me mettre la pression, en fait, tu vois. Après, je pense que c'est humain de se mettre la pression quand même un peu, tu vois. Au fil du week-end, quand tout se repose un peu, je pense que le dimanche matin avant la course, j'avais quand même un peu de pression pour performer, en fait. Quand tu as fermé le casque, tu dis ça y est là. Et performer, tu as en fin de compte à la course. Ouais, c'est vrai, c'était un très bon week-end. J'étais coéquipé avec Jenson Button. Juste. J'ai qualifié devant lui, donc ça c'était la première bonne nouvelle. Et puis nous c'était désolé de te couper, mais pour nous Belges en tout cas c'était une fierté, quoi. C'était beau de voir il y a eu Jérôme entre temps, mais je veux dire c'était sympa de voir un Belge dans une voiture assez compétitive à ce moment-là, quoi. Ouais, c'était encore compliqué parce que c'était l'époque McLaren Honda, donc ils avaient encore beaucoup de soucis à cette époque-là. Et ils n'avaient pas encore marqué de points la saison, donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc j'ai terminé 10e et j'avais marqué le premier point pour l'équipe. Ouais, ça c'est quand même ouf, et surtout aussi de qualifier devant un champion du monde de Formule 1, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et donc là, à ce moment-là, tu dois te dire, ok, bon ça devrait se mettre en route normalement pour faire la saison complète, chose que tu fais la saison d'après. Et là, comment ça se passe de nouveau ? C'est Jenson Button, du coup, qui est remplacé par toi. Et comment ça se passe, ces moments où tu vas arriver en F1 ? Ça m'a toujours fasciné
de savoir est-ce qu'ils viennent vers toi et il y a un long processus de négociation ou est-ce que c'est bon, je prends l'opportunité directement et on verra ensuite ce qui se passe? C'est quoi le processus pour devenir pilote de F1? Parce qu'il y a même des trucs de ton permis de conduire, ta licence, ton permis B, il va l'avoir. Mais c'est quoi le processus? En fait, vu que j'étais déjà dans la filière McLaren, souvent tous les jeunes, on a des pré-contrats en fait. Donc on a des contrats qui sont déjà plus ou moins définis et en fait c'est plus à l'équipe de lever l'option en fait. Donc c'est ce qui s'est passé. Ils avaient une date ultérieure où ils pouvaient choisir de me prendre ou pas. Sinon j'étais libre pour négocier avec les autres équipes. Et voilà, finalement ils ont pris cette option et voilà, de mon côté j'étais très content de pouvoir rouler avec McLaren aussi. Mais tu m'étonnes, McLaren quand même, le mythe derrière, tu as ce incroyable Technology Center en Angleterre aussi que tu as dû visiter et là ça doit être une claque quand même quand d'un coup tu réalises je suis pilote de F1 pour McLaren avec Alonso quand même à côté en coéquipier. D'un coup ta vie doit complètement changer. Enfin même ta vie personnelle, ça doit être quand même un gros truc. Ça doit être ce truc de t'as des gens à qui t'as pas parlé depuis 10 ans qui arrivent en tant que meilleur pote. Comment t'as vécu ça du côté perso pour ta famille? Ça a dû changer beaucoup de choses. Ouais, c'est sûr. C'est un moment unique dans la vie parce que c'est pas, comme on a déjà dit, la Belgique c'est quand même un petit pays et pour un Belge d'y arriver, c'est déjà très compliqué. Mais voilà, très heureux j'arrive pas vraiment à dire les émotions que j'avais, mais après c'est qu'un début aussi. C'est pas parce qu'on y arrive que c'est fini en fait. Tu commences que ta carrière en fait. Ouais, et après faut performer. C'est ça le truc aussi avec ce sport auto. Là, ça te fait 10 ans que tu es en train de performer à un niveau exceptionnel. Et c'est comme si, comme tu dis, là c'est bon. C'est de nouveau le début. Faut tout reprendre. Faut être aussi consistant. Faut donner ces performances-là. Beaucoup de week-ends de course, moins qu'ils ont aujourd'hui, il me semble, mais quand même, il y en avait beaucoup. Je pense qu'il y avait 19, autour de 19. Hein. Mais c'est intense. Maintenant, tu as toute la média et ce côté-là à gérer aussi. Ouais. Il y a une préparation à ça ou non? Ou c'est genre ils te jettent dans la piscine et tu te débrouilles? Non, les équipes, ils aident quand même un peu avec du média training et tout, comment répondre à des questions difficiles et tout. Et généralement, et généralement, avant chaque week-end, tu vois, le jeudi, il y a toujours l'entretien avec tous les médias. Mais avec ton équipe aussi, tu fais genre un petit briefing sur des questions difficiles qui peuvent arriver et comment y répondre. Et il y a toujours quelqu'un de l'équipe avec un truc en train de te prendre. Qu'est-ce qu'ils font avec ça après? C'est juste au cas où que tu dis quelque chose pour qu'ils puissent le Non, je pense que c'est plus au cas où qu'il y a un article qui sort avec des quotes qui n'ont pas été dit. Comme ça, ils ont la preuve que ils peuvent attaquer le journal ou le magazine qui a écrit ça. Hein. C'est pas bête. Hein. Et donc, nous, il nous faudrait ça parce qu'on dit n'importe quoi. Et pour dire, quand tu arrives en F1, tu es chez McLaren, bien sûr, tu as Alonso comme coéquipier, tu as une pression, mais bon, tu veux faire du mieux que tu peux. Malheureusement, la voiture, donc comme tu disais avant, c'était pas la meilleure, la plus performante. Comment tu le vis, ça, au fur et à mesure de la saison, que les choses avancent? Est-ce que tu commences à te mettre une espèce de pression comme ça, petit à petit, ou comment tu le vis? C'était assez compliqué parce que surtout dans toutes les formules que j'avais fait avant, j'étais toujours dans les bonnes équipes et j'avais les bonnes voitures pour gagner les championnats. Et d'un coup, tu arrives dans une situation où la voiture, elle n'est pas capable de se battre devant et déjà, c'est très compliqué de se mettre dans les points. Donc, au niveau de la mentalité ou l'approche de la saison, c'est très difficile. Et j'ai eu un peu de mal avec ça. En fait, il faut trouver des autres motivations en fait, pour performer. Et est-ce que la voiture était très dure à rouler ou c'était vraiment juste ce souci moteur
qui suivaient pas derrière, la voiture était assez agréable? C'était un peu les deux. La première année, la voiture, elle était assez bien. Le moteur était pas top. On a eu beaucoup de pannes techniques, beaucoup de places de pénalités. Alors que la deuxième année, on avait changé de Honda à Renault. Et là, la voiture, elle était moins bien. Le moteur, il était un peu mieux, en fait, tu vois. Ouais. Donc, ça a changé, en fait. Le compromis, Ouais. est là. Et alors, bon, on doit te le demander souvent, mais Fernando, comme coéquipier, comment c'était? Comment ça s'est passé entre vous? En fait, je me retrouve avec lui maintenant chez Aston Martin en pilote de réserve. Juste. Et je vois quand même qu'il a changé un peu parce qu'il est plus relax maintenant, il est plus team player que ce qu'il était à l'époque. Et je pense que surtout la période chez McLaren, ça l'a énervé énormément parce qu'il a passé genre 5 ans à avoir des mauvais résultats, de ne pas avoir la chance de vraiment se battre devant, tu vois, d'avoir toutes les pannes techniques. Et voilà, il n'était pas dans un bon mood du tout, tu vois. Donc, tout ce qu'on faisait, ça lui énervait. Et je pense que pour l'équipe, il n'était pas... après, il reste hyper compétitif, il reste hyper vite. Et je pense que c'est vraiment une de ses qualités. N'importe la voiture qu'il a, c'est quelqu'un qui extrait toujours le maximum de la voiture et qui arrive à se motiver pour faire ça, quoi. Mais après, quand ça ne fonctionne pas dans l'équipe, il devient très compliqué à gérer. Ça passe pas inaperçu, quoi. Il est garde au courant. Et à ce niveau-là, c'est aussi un monde c'est tellement compétitif, un peu un monde de requins aussi. C'est je mange ou tu te fais manger, quoi, d'un certain niveau. Donc, quand tu as quelqu'un comme ça, Alonso, qui sait sûrement très bien jouer ce jeu, rentrer dans la tête de sa compétition et peut-être même de son coéquipier, parce que dans le sport auto, tu es très souvent comparé à ça. Comparé, en fait. Toi, ça devait être... faut tenir sa place, quoi. Faut être confiant et savoir, bon, je vais pas subir le truc à côté d'un Alonso. Et ça a dû être quelque chose que tu as dû t'apprendre. Il n'y a pas d'école pour ça, quoi. Tu débarques là-dedans. C'est sûr. Et après, faut juste apprendre à gérer ça. Il faut apprendre à le gérer. Après, ce qui était compliqué, c'est que quand la voiture, où elle est tellement pas compétitive, que même si tu fais... des fois, j'avais l'impression que j'avais fait des très bonnes courses, mais tu termines 15e ou 14e, tu vois, alors que personne l'apprécie vraiment, en fait. Donc, c'est ça qui est compliqué surtout quand tu es rookie, que tu es jeune, que tu n'as pas encore prouvé, en fait, tes qualités. Tu peux faire le meilleur job possible et terminer 13e, 14e. Ça va être frustrant. Et difficile de vraiment monter sa réputation, en fait. Ouais. Et c'est sûr, quand tu as un coéquipier comme Alonso en même temps qui, lui, aussi ne performe pas au top de ce qu'il peut faire, tu as une espèce de tension qui se crée. Tu n'as pas cet aspect de genre de Big Brother ou quoi dans l'écurie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout l'inverse, j'ai l'impression. C'est que ça devait être une tension constante presque. Ouais, après, lui, il essayait de faire tout pour quand même montrer un petit résultat parce que c'était la seule chose qu'il avait à ce temps-là, tu vois. Donc, la dynamique, elle était pas au top, je dirais. Ouais. Et, désolé, juste, toi, tu conduisais la F1 à cette époque-là. Aujourd'hui, tu as la chance de participer aussi chez Aston Martin. Donc, tu as roulé dans la F1 d'aujourd'hui aussi. Ouais. Quelle est l'énorme différence que tu vois entre ces deux époques, on va dire, dans la F1 ? Franchement, les voitures sont pas si différentes que ça. C'est juste que l'aéro, c'est un peu différent. On sent quand même que les voitures d'aujourd'hui sont un peu plus lourdes. Donc, surtout dans les virages lents et tout, c'est pas très impressionnant parce que les voitures sont lourdes, tu sens qu'il y a le poids. Après, l'aéro qu'ils ont, c'est impressionnant. C'est sûr que les virages rapides et tout, ça passe très très vite. Tu les sens passer, quoi. Mais au niveau du chrono autour, je pense que les F1 d'aujourd'hui sont même un peu plus lentes en fait qu'à l'époque. Mais à chaque fois, avec les réglementations, ils essayent de ralentir les voitures, mais les équipes trouvent toujours quelque chose pour les faire aller plus vite. Ouais, c'est dingue. Et de voir un changement comme ça et de pouvoir s'adapter et à toute situation dans lesquelles tu es mise. Tu as dû sentir ça aussi quand tu es arrivé en Formule E,
où là, le changement est énorme. Ouais. On en a parlé dans le premier épisode qu'on a fait avec Norman ici. Le niveau est aussi super violent. Enfin, c'est des pilotes, c'est tellement proche en fait dans le championnat-là. Tu dois quand même prendre une claque quoi, quand tu arrives en Formule 1 et tu te dis, waouh, là, faut tout réapprendre. Ouais. Y a beaucoup, comme tu viens de la Formule 1 aussi, où tu as eu des résultats, il doit y avoir des attentes aussi sur toi. Comment tu vis ce changement pour arriver en FE? Je dirais que c'était le plus gros changement pour moi, ou celui qui techniquement, et termes de pilotage, a été le plus gros changement que j'ai eu entre la F1 et la FE. Parce qu'en fait, toutes les catégories avant la F1, c'est assez logique. Tu passes au step suivant, tu as un peu plus de puissance, tu as un peu plus de grip. Ça monte, ça monte le volume un petit peu. Ouais. Exactement, donc c'est plus comme ça. Alors que la FE, c'est un autre monde. C'est la voiture, il n'y a pas beaucoup d'aéro, c'est des pneus de route plus ou moins, tu vois, qu'on conduit. Et puis, c'est des voitures électriques, donc au niveau du freinage, c'est très différent. Il faut gérer l'énergie dans la course, donc j'ai quand même dû réapprendre pas mal de choses quand je suis arrivé là-bas. Et est-ce que la manière que la puissance est livrée à travers la voiture électrique comparée à thermique est complètement différente ou moins qu'on penserait? Ouais, c'est quand même différent. Hein. C'est mieux l'électrique en fait, parce que c'est très linéaire. C'est instantané, il n'y a pas de délai. Franchement, de ce côté-là, c'est très cool. Est-ce que ça pardonne plus l'électrique? Tu fais une erreur, tu peux plus rapidement te remettre, disons, en ligne ou quoi, ou c'est pas nécessairement comme ça? Non, pas forcément, non. Parce surtout les circuits qu'on roule, c'est souvent des circuits en ville. Ça fait que il y a souvent qu'une trajectoire qui est bien, et dès que tu passes à côté, le grip il est beaucoup moins élevé et c'est facile de se faire piéger en fait. Et en voiture thermique, tu peux rétrograder, donc tu peux en cas de freinage. Moi, je l'ai eu le cas la dernière fois, j'ai accéléré un peu vite et putain, je me suis dit merde, je peux pas rétrograder quoi. Ouais. Oui, t'as pas le freinage moteur quoi, qui arrive, qui peut t'aider. Et en FE, du coup, au bout c'est ta deuxième saison où c'est Mercedes, c'est ça qui. Ouais. Donc j'ai commencé avec HWA qui en fait, était une équipe pour préparer l'année où Mercedes allait rejoindre le championnat. Donc, c'était toutes les mêmes personnes, sauf que la première année, c'était encore un team privé et puis ça a été repris par Mercedes. Ouais, c'est dingue. Donc, tu as roulé McLaren, tu as roulé Mercedes et beaucoup de succès, du coup, à ce moment-là. En équipe encore de nouveau avec Nick De Vries, il me semble. Avec Nick, ouais. Vous devez bien vous connaître. Du coup, tu dois bien connaître son style de conduite et tout. Est-ce que ça aide d'avoir quelqu'un que tu connais bien à côté? Est-ce que tu préfères ça ou tu préfères avoir quelqu'un que tu connais pas du tout et du coup, lui ne te connaît pas du tout non plus et donc tu peux... Franchement, ça change pas énorme. Au fur et à mesure, tu commences à apprendre comment les pilotes ils sont, comment ils se comportent en course et tout, tu vois. Donc, tu sais toujours un peu qui est qui et ce qu'ils vont faire, en fait, tu vois. Après, moi et Nick, on avait une très bonne relation, ce qui est toujours positif pour l'équipe au final, tu vois, parce qu'on n'avait pas trop d'ego. C'est sûr qu'on était très compétitifs, qu'on voulait tous les deux gagner, mais je pense pour le moral de l'équipe, c'était quand même très bien. Et ta première victoire en Formule 1, elle arrive quand? C'est quel circuit? C'est quoi l'histoire de ta première victoire? C'est quoi la première victoire? C'est une bonne question. Je pense que c'était à Rome. Ouais, c'était à Rome. Ah, sympa, ouais. Un circuit que tous les pilotes adorent aussi à Rome. Ouais. Pour moi, c'est un de mes préférés en fait. C'est en ville, c'est un des plus longs, beaucoup de changements de tarmac, très challenging, donc. C'est un des favoris pour tous les pilotes en fait. Et t'as dit qu'ils font plus Rome cette année alors? On le fait plus, Misano. On va à Misano, ouais. Ah, ok. Bon, peut-être que ça va être encore mieux. Je sais jamais. Ça serait cool. Je sais pas. On a de moins en moins de circuits en ville en ce moment, tu vois. Ce qui est pour nous on préfère les circuits en ville parce que c'est plus compliqué. Il y a plus de challenge pour les pilotes, tu vois. Donc nous on préfère ça. Mais bon. C'est pour le championnat, quoi. Et tu as pu suivre quand même l'évolution de la Formule 1.
en étant au plus haut niveau. Tu as eu plusieurs victoires et même donc ce championnat, donc en 2022, que tu as gagné. Explique-nous un peu cette année-là. Est-ce que dès le début, tu te dis c'est bon, il y a des bonnes chances cette année? Est-ce que, c'est parce que ça a été serré jusqu'à la fin, quoi. En fait, tu retrouves un peu ce niveau que tu avais juste avant la F1. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je savais que j'avais une très bonne voiture. Déjà, avec Mercedes, généralement, ils font toujours des bonnes voitures, donc ça aide, ça donne beaucoup de confiance. Mais voilà, comme vous l'aviez dit, la FE, c'est très proche entre tout le monde. Donc, il y a moins d'écart, je dirais, entre les voitures. Mais je savais que j'avais les opportunités. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire. C'était aussi la dernière année avec Mercedes parce qu'ils allaient quitter la FE l'année d'après. Ouais. Donc, c'était un peu bizarre de savoir que ça allait être la dernière année avec cette équipe-là, en fait, tu vois. Ouais. Mais j'ai pris ça très bien et je voulais leur donner le meilleur send-off le possible, meilleur cadeau en fait, possible. Tu vois. Donc voilà, non, c'était une très bonne année. On a été très constant. On a gagné à Monaco ici cette année-là. Je me souviens ça. This is the one. Que tu disais. Donc on a gagné Monaco, ce qui pour moi est toujours une course unique parce que c'est à la maison pour nous tous un peu. Donc voilà. Et puis on a réussi à gagner le championnat. Ouais, exceptionnel. Et ce feeling de re-être au plus haut niveau et de gagner un championnat, ça a dû te manquer, et juste aussi de pouvoir prouver à Mercedes, parce que aussi à ce moment-là, tu conduisais en pilote, tu étais en pilote réserve, c'est ça, pour Mercedes. Ouais. Donc il y a aussi ce truc de... Tu montres, bon, vous m'avez demandé de faire un job, je l'ai fait, j'aurais pas pu faire plus. Ça doit être quand même un soulagement de pression à la fin de la saison, quoi. Ouais, c'est sûr. Et ça faisait un moment que j'avais gagné un championnat, tu vois. Ça faisait depuis la GP2 en 2015. Donc ça faisait assez longtemps parce qu'après, voilà, il y a eu la période de F1 entre-temps. Et surtout après la F1 où voilà, beaucoup de gens pensaient que je n'étais plus capable de leur montrer que je pouvais toujours le faire, quoi. Ouais. Ouais, et de nouveau, tu es sur une scène que beaucoup de personnes regardent, il y a beaucoup de médias autour, donc ça te permet vraiment de montrer ça. Et toujours aujourd'hui, parce que tu as toujours été un haut niveau, aujourd'hui tu roules avec DS Penske, on vient de recommencer la saison, là, il y a de la confiance quand même pour cette saison-là. Comment se passe ce changement pour arriver dans cette nouvelle écurie pour toi ? Et pourquoi cette décision et comment tu as fini dans le baquet dans lequel tu es aujourd'hui? Comme je l'ai dit, Mercedes a arrêté la FE après ma dernière saison là-bas. Donc, tu sais pourquoi? C'est ça, la question, moi aussi. Difficile à dire exactement pourquoi. Je pense que en fait, les équipes ils devaient décider pour la prochaine génération. C'était en plein Covid, en fait. Donc, du coup, pour les constructeurs, c'était déjà pas une bonne époque parce qu'ils vendaient pas de voitures, donc du coup ça leur impactait quand même beaucoup. Donc je pense que le timing pour cela n'a pas été au top, ce qui est dommage parce qu'on a gagné les 2 dernières années le championnat pilote et team, en fait, tu vois. Donc c'est quand même bizarre pour un constructeur de se retirer après ça, mais bon. En tout cas, ce qui était bien pour moi, c'est que je le savais 1 an en avance. Donc, j'ai eu le temps de quand même préparer un peu le futur et de voir les options qu'il y avait. De négocier aussi en étant au plus haut niveau, quoi. Ça aide toujours, ça c'est sûr. Et du coup, voilà, je m'étais dit que DS Penske, c'était probablement le meilleur choix. Parce qu'ils ont eu beaucoup de succès dans le passé aussi. Ils ont gagné 3 championnats. Donc c'était une équipe qui avait déjà fait beaucoup de résultats en FE. Et ensuite, tu arrives et la Formule 1, du coup, il y a ce gros changement avec la voiture 3e génération qui passe quand même un gros cap. C'est extrêmement rapide maintenant, surtout les performances... les vitesses de pointe, les circuits qui s'adaptent plus pour adapter à cette vitesse. Aujourd'hui,
Comment c'est de rouler dans cette voiture de Formule 1? Comment ça compare aux autres voitures que tu as roulées? Franchement, c'est pas la voiture la plus fun à conduire. Okay. Ouais. Moi, personnellement, j'ai préféré la Gen 2. Ah ouais? Okay. Même si aujourd'hui on a plus de puissance et tout, je pense que la voiture elle est vraiment capable de faire des belles choses, mais c'est vraiment les pneus en ce moment qui sont pas bien, qui limitent un peu les performances qu'on a, parce que voilà, la voiture elle a 100 kW de plus que la Gen 2, on a 70 kg de poids en moins, mais on va plus ou moins aussi vite que la Gen 2. Donc en fait, c'est les pneus qui retirent énormément de potentiel, et je pense que si on avait les pneus comme on avait en Gen 2, on serait beaucoup plus vite et ce serait beaucoup plus agréable à conduire déjà. Tu penses qu'il y a des chances que ça change, ça? Je pense que ça va changer. Cette année, ça reste pareil, mais normalement, pour la saison d'après, on va avoir des pneus un peu plus tendres, un peu plus de grip. Donc, mais toujours des pneus pour toutes conditions? Je pense que ce sera toujours comme ça. Ok. Il y aura pas slick et wet. Normalement. Et pourquoi ils le font pas en cours d'année comme ça, le changement? Vu qu'ils savent qu'il y a un parce que c'est des contrats. C'est dur d'introduire des nouveaux pneus pendant la saison sans avoir testé en fait. Ouais. Et surtout, tu vois, quand on a fait tous les essais avec un certain type de pneus, beaucoup de constructeurs, ils n'aiment pas quand il y a des changements en plein milieu de la saison en fait. C'est clair. Ouais. Et là, cette saison-là, du coup, maintenant, il y a eu la première course que tu as faite. Il y en a sûrement eu d'autres une fois que cet épisode est posté. Comment tu te sens pour cette saison après le Mexique? C'est très dur de dire après une course, mais tu commences à avoir des feelings de OK, nous on est ici, voici les écuries, les pilotes qui vont être très compétitifs cette année. Où est-ce que tu te situes cette saison? J'ai un meilleur feeling que l'an dernier. L'an dernier, c'était la première année avec la nouvelle génération. C'était vraiment une année compliquée. On n'a pas fait du bon boulot du tout en fait pour commencer la nouvelle Gen 3. Généralement, on était toujours un peu derrière les Porsche, les Jaguars. Donc voilà, au niveau des performances un peu plus loin. Et du coup, on a changé pas mal de choses dans l'équipe en fait. On a des nouvelles personnes qui intègrent notre équipe, qui viennent un peu des autres équipes aussi pour avoir tous les infos. Et je pense que ça a plutôt bien commencé au Mexique, même si on a déjà fait des meilleures courses avec des meilleurs résultats. Mais surtout, le feeling qui est important, c'est que l'équipe travaille beaucoup mieux et que je pense on est quand même un peu plus proche cette année que ce qu'on était l'an dernier. Donc, il faut attendre de voir, parce que le Mexique, c'est, comme tu dis, c'est qu'une course. Et on va voir les prochaines courses. Et il y a toujours cet aspect de tu peux prévoir comme tu veux, embaucher qui tu veux, avoir tout sur papier comme il faut, mais il y a cet aspect imprévisible dans le sport auto, il faut qu'il y ait cette bonne ambiance dans l'écurie, il faut que le pilote et l'ingénieur et le chef d'écurie et tout s'aligne bien, que tout se passe bien le jour de la course. Et donc, tu peux essayer de te préparer un maximum, mais il y a un certain niveau qui est imprévisible. Et ça doit être à certains moments magique, mais à un certain moment aussi frustrant. Parce que tu dois arriver à des week-ends de course et te dire, mais j'ai tout fait comme il fallait. Je ne pouvais pas faire plus. Et voilà, il y a des moments où ça ne le fait pas. L'année dernière, est-ce que tu as eu des sensations qui étaient peut-être similaires à ce que tu avais eu un peu avec McLaren en F1, où toi, tu avais l'impression, tu amenais ce qu'il fallait à la table, mais juste, il manquait ce truc en plus. Ouais, j'ai eu des week-ends comme ça, c'est sûr. J'ai eu un peu de tout, tu vois. J'ai eu des week-ends où je savais que moi, je n'ai pas performé bien pour des différentes circonstances. Mais il y a des week-ends où je me dis, j'ai tout fait parfait. J'ai fait une très bonne qualif, j'ai fait une très bonne course. Et en fait, j'ai terminé 5e, en fait, tu vois. Donc, c'est ça qui est parfois un peu frustrant. Après, voilà, on est un peu plus proche en F1 que ce qu'on était en F1, donc ça donne quand même un peu plus d'espoir en fait. Mais c'est sûr que c'est pas facile de toujours devoir arriver comme ça sur les courses et de savoir que ce sera compliqué de se battre pour une victoire en fait. Mais je pense que la période que j'ai vécue chez McLaren, ça m'aide aujourd'hui aussi. C'est clair. Pour, je me motive pour des différentes raisons maintenant en fait.
Et pour toi, c'est une question qui me passait par la tête. Ouais. Vas-y, écoute, on est là pour ça, hein, lance-toi. Quel est pour toi l'élément le plus différenciateur en Formule E aujourd'hui, entre toutes les voitures? Je veux dire, on voit souvent une belle performance. Oui, on voit souvent une belle performance, notamment de Jaguar, tout ça. Qu'est-ce qui sépare certaines équipes du lot dans cette catégorie-là? En fait, les plus grosses différences entre les équipes, c'est les powertrains. Donc, tu as tous les constructeurs qui développent leur powertrain. Après, généralement, ils restent assez proches, en fait. Et je pense que la plus grosse différence, c'est vraiment comment l'équipe travaille, en fait, au niveau du software. Il y a pas mal de systèmes sur ces voitures qu'on peut développer et qui nous aident à piloter, en fait. Ouais. Donc, de ce côté-là, il y a pas mal de différences. Et puis, ça se joue vraiment dans les détails, en fait. Surtout avec une nouvelle voiture, il y a toujours des équipes qui sont mieux préparées que d'autres, qui comprennent mieux les pneus, qui comprennent comment cette nouvelle génération de voitures fonctionne. Et c'est là qu'on n'a pas été très, très bien. C'est qu'on a pris du retard depuis le début. Et après, quand on prend du retard, c'est un peu plus difficile de rattraper, en fait. Ouais, tu m'étonnes. Et dans tout ça, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est Stoffel, la vie perso. Comment tu vis ça? Il y a le micro, c'est bon, il se gêne pas. Ouais, le micro qui remonte à chaque fois. Comment ouais, il te respecte pas. Il va finir. Il va monter. Pour ceux qui nous regardent en audio, enfin qui nous écoutent en audio seulement, le micro de Stoffel n'arrête pas de remonter. Mais là, ta vie a complètement changé de où on a commencé avec Stoffel, qui est né en Belgique, grandi en Belgique, à cette vie là-bas. Maintenant, pilote de course qui voyage de partout, tout le temps. Comment tu arrives à gérer ta vie perso aussi à ce moment-là? Ça doit être compliqué. C'est quelque chose qu'on ne demande pas tout le temps. Et on va toujours te demander de tes performances sur course. Ouais. Mais quand même, il faut s'adapter à un peu cette vie que tu mènes aujourd'hui qui n'est pas comme tout le monde. Ouais, c'est sûr. Et voilà, surtout cette année ou l'an dernier et cette année ont été hyper chargés avec la FE. Mais j'ai aussi un contrat en WEC avec Peugeot et un contrat avec Aston Martin en pilote de réserve. Donc au final, ça fait beaucoup. Ça fait que je vis dans un avion en fait en ce moment. Donc c'est sûr que c'est pas toujours facile à gérer ça, de prendre un avion pour aller d'un pays à l'autre, des fois d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Donc, c'est sûr que niveau pour gérer la fatigue et tout, il faut vraiment être... il faut bien planifier les choses, en fait, pour arriver à garder les bonnes performances. Ouais, et est-ce que, même niveau relation avec des potes, des amis, ta famille et tout, tu voyages tellement, ça doit quand même un peu compliqué de maintenir ce genre de relation. Ouais. Est-ce que tu te retrouves, t'es quasi tout le temps avec des personnes dans le même milieu que toi parce qu'ils comprennent ce que tu vis? Je demande parce que sur YouTube, c'est différent mais similaire aussi d'un truc où tu vis quelque chose et tu peux pas nécessairement en parler à tout le monde parce que c'est complètement différent. Donc soit t'en parles pas trop et tu te renfermes un peu sur toi, ou soit tu t'entoures de personnes qui comprennent un peu ce que tu fais. Donc, j'ai un peu les deux, je dirais. Tu vois, j'ai beaucoup d'amis dans le sport auto qui vivent ici à Monaco aussi. Donc, on a un petit groupe de potes qui... Vous avez le groupe WhatsApp? Ouais, on a des groupes WhatsApp et tout, tu vois. C'est tout ce qu'il faut, en fait. Donc, avec Norman aussi, notamment Mitch, Nick. Donc, il y a pas mal de pilotes qui vivent ici aussi et qu'on est proches. Mais voilà, j'ai aussi des copains qui ont rien à voir avec le sport automobile et que franchement, j'y parle pas beaucoup du sport automobile avec eux parce que ça leur intéresse pas forcément aussi, tu vois. Mais c'est sympa d'avoir les deux côtés, en fait, parce que même pour moi, quand j'ai quitté une course, j'ai pas forcément envie de reparler sport auto après. Ça fait du bien de couper complètement, de couper un tout petit peu du sport automobile parfois.
Et avec la famille, est-ce que tout le monde suit quand même tout ce que tu fais, ou petit à petit, tu as senti que maintenant, c'est toi qui devais envoyer les updates ou quoi, ou Non, ils suivent quand même. Ouais. C'est sûr que je les vois pas souvent. Je les vois peut-être 2-3 fois dans l'année. Ah oui, Parce que voilà, j'ai pas beaucoup le temps de rentrer en Belgique en fait. Mais c'est sûr qu'ils suivent de très proche et ils viennent voir quelques courses aussi. Donc ça me permet de les voir quand même sur les courses aussi. T'es de où en Belgique? Courtrai. Ah, Kortrijk. Ouais, Kortrijk. je Sympa. connais pas. Côté flamand. On y est allé, je vous en emmènerai, nous, quand on a fait nos tournées en Non, Belgique. non, on non, n'est pas allé, on est à la Nivelle, on n'est pas allé à Ah, ok, Kortrijk. ok. Et surtout, un autre truc que je pense toujours, et c'est pareil pour les athlètes dans plein de sports différents, il faut que tu grandisses très vite. Parce que là, tu dis, tu as 31 aujourd'hui, Ouais. tu as vécu beaucoup de choses. Donc, tu as déménagé, comme tu dis, tu vois ta famille 2-3 fois par an, voilà, tu as dû négocier plusieurs contrats, pas juste un contrat, tu vois, que une personne classique, peut-être il y aura une grosse négociation entre 18 et 30 ans. Toi, il y en a plusieurs. Tu as toutes ces décisions importantes à prendre dans ta vie perso, ta vie professionnelle, et tu es complètement jeté là-dedans en étant sportif à un jeune niveau. La média aussi à gérer, ça fait beaucoup de choses. Et est-ce que ça t'est toujours venu naturellement, ou tu as eu des difficultés à certains moments à savoir comment est-ce que je gère cette négociation, comment est-ce que je gère cette pression de la média, de mon écurie et tout ça? Ouais, c'est vrai qu'il faut quand même être assez mature à un jeune âge, en fait. Mais je pense que le fait que j'ai fait du karting déjà quand j'avais 15-16 ans, et déjà de voyager sur des courses dans les autres pays et tout, sans tes parents, tu apprends assez vite à ce style de vie, en fait, tu vois. Après, oui, pour prendre les décisions, de savoir ce qui est bien à faire, c'est compliqué parce que tu sais jamais si c'est le bon choix ou pas. Donc il faut quand même essayer de s'entourer un peu des bonnes personnes autour de toi, en fait, parce que tout seul, tu peux pas tout faire, en fait. C'est clair. Et surtout que, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de requins dans ce monde-là. Il y a beaucoup de personnes qui veulent juste un paddock pass au week-end, donc vont faire semblant d'être ton pote pendant une année pour avoir le paddock pass, pour savoir avec qui surtout quand tu fais des bons résultats, tu vois, il y a tout le monde qui veut travailler avec toi, en fait. Tu as les managers qui appellent, qui te disent je vais te trouver un baquet là-bas ou là-bas, tu vois. Donc c'est surtout compliqué à ce stade-là où tu n'as pas encore vraiment une carrière, mais que les gens ils voient le potentiel, qu'ils veulent être impliqués avec toi, en fait. Ouais, ils veulent tous un morceau du gâteau aussi. C'est ça le truc. Et donc, faut savoir s'ouvrir aux opportunités pour ne pas les laisser passer, mais pas non plus être n'importe quoi. Ouais, exact. Il y a beaucoup d'opportunistes. Ça c'est sûr. Et est-ce que d'un côté, comme tu as eu une vie qui est quand même très particulière, singulière, tu as fait tellement de choses différentes des personnes à ton âge, est-ce qu'il y a un côté où tu sens que tu n'as pas pu vivre certaines choses que la plupart des personnes peuvent, ton adolescence et tout ce côté-là, il y a beaucoup des choses que des personnes comme nous ont pu faire, tu vois, vivre. Je sais pas, partir en road trip un mois avec tes potes. J'ai regardé là le documentaire de Squeezie. C'est pour ça que j'y pense. Et dans ce documentaire, je sais que c'est complètement différent, mais on réalise le nombre de choses qu'il a dû sacrifier pour en arriver où il est aujourd'hui. Et lui, par exemple, il n'était jamais allé en boîte jusqu'à 23-24 ans. Il n'était jamais parti en vacances avec ses potes. Ça faisait assez tard que j'ai commencé à sortir un tout petit peu, parce que quand j'étais jeune, j'avais surtout pas vraiment envie de le faire, parce que j'étais plus concentré sur le sport auto. Et voilà, j'avais pas vraiment le besoin de sortir avec les copains à 16 ans ou 17 ans, tu vois. Et même, t'as plein de gens qui, eux, ont vécu leur vie, ont vécu ces moments-là, qui ont peut-être 45, 50 ans aujourd'hui, qui te disent, et t'as pas envie que eux, peut-être, ils sachent, je suis sorti ce week-end-là, parce que c'est les personnes qui sont à la tête de l'écurie, des sponsors, de ci, de ça. Et donc, t'as un peu cette pression, j'imagine, de vouloir un peu le cacher au début. Et après, tu arrives peut-être à un niveau où tu te dis, tu sais quoi, c'est ma vie aussi, j'ai envie de le faire, tant que ça n'affecte pas mes performances. Là. Ouais, mais il y a même le côté humain, je veux dire, demain, il doit être fort, tu dois tout le temps être bien. Tu dois prendre un avion, tu dois faire une course, je veux dire, si je t'ai pris une cuite la veille, tu vas forcément être mal, tu vas faire une mauvaise course, donc il y a aussi ce côté... il faut être raisonnable, en fait. Je pense qu'il faut trouver la bonne balance, en fait. Moi, j'aime bien sortir parfois avec les copains et tout.
Et je pense que j'ai besoin de ça aussi personnellement, de pas être tout le temps focus sur le sport auto et de prendre un peu de temps pour moi aussi. Ouais. Mais je vais pas aller faire ça le jour avant la course non, c'est quand j'ai la course à 7h du matin. Juste pour une idée, tu as arrêté l'école à quel âge, par exemple? À 18 ans. À 18 ans, quand même. Tu as continué quand même. J'ai continué jusqu'à 18 ans. Ouais. Tu as réussi à mener ce train de vie les week-ends? J'ai réussi à ce temps-là. Ouais. Ça a dû être intense. Hein. Mais c'est parce que souvent, on voit cette vie de rêve aujourd'hui et on ne réalise pas ce que les personnes ont sacrifié. Ouais. Les relations personnelles, comme tu as dit, avec ta famille, pouvoir vivre tous ces moments qui nous semblent complètement normaux pour nous. Donc, il y a cette vie de rêve derrière, de pouvoir voyager aux quatre coins du monde, de pouvoir conduire ces voitures-là. Mais je pense que c'est important d'en parler aussi pour que aussi des jeunes peut-être qui nous écoutent, qui sont maintenant en karting, qui ont envie d'arriver au plus haut niveau, il faut être prêt. Il faut savoir toutes les façades un peu de ce milieu-là. Il faut aussi être prêt de pouvoir se défendre contre justement ces requins, ces choses qui peuvent arriver dans ce milieu-là. Dès qu'il y a du succès, dès qu'il y a de l'attention médiatique, dès qu'il y a de l'argent en jeu, il y a beaucoup de personnes autour et il y a beaucoup de sacrifices à faire. Donc c'est fascinant d'entendre ça. Et voilà, je pense que les gens, ils voient vraiment le sport auto, waouh, c'est fantastique et c'est un vie de rêve. C'est sûr que c'est une vie de rêve parce qu'on fait, on fait ce qu'on aime bien faire, de faire la course et tout. Mais il y a beaucoup de choses à côté que les gens ne voient pas. Tu vois, tous les entraînements physiques, les jours de simulateur qu'on fait avec l'équipe, le travail, de ce qu'on fait à côté avec les médias et tout. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas vraiment en quoi ça consiste, en fait. C'est exactement ça. Et franchement, c'est cool pour nous de pouvoir passer du temps comme ça et parler avec toi et avoir un peu du insight là-dedans. Je crois que ça fait quand même plus d'une heure qu'on discute, donc on va devoir couper là. Mais déjà, de 1, tu viens quand tu veux. Je pense que là, on a à peine gratté la surface. Il y aurait plein de choses, il y a encore plein de questions à te demander. On va aussi te demander si on peut de signer un petit porte-clés qu'on a de Propulsion Shop. Joe le stagiaire derrière qui est en galère pour le trouver. Il est pas prêt. C'est son premier jour à part. C'est son premier jour. Voilà. Et en gros, des personnes, ça nous aide à soutenir le shop qui vont se procurer quelque chose du shop ont l'opportunité de gagner ce porte-clés signé. Et le marqueur. Le marqueur. Et il est où la prochaine Voilà, étape, ça c'est les petits porte-clés. Il est cool. On a les casquettes. Sympa, hein. Bonne qualité. On a les t-shirts, etc. Si tu en veux. Hein. On a des stickers aussi. Wow. Tu vas voir, on va venir à une de tes courses un jour, on va te mettre des stickers sur ta voiture. J'espère que tu l'as capturé celui-là. Donc voilà les gars, c'est tout dispo sur Propulsion Shop. Merci beaucoup de soutenir Propulsion Shop. On voit l'habitude. Ah ouais, pas son premier rodéo. Hein. Merci Stoff d'être venu et d'avoir pris le temps d'être avec nous. Ouais. Tout est dispo, donc en dessous on va mettre les liens pour pouvoir te suivre, pour pouvoir suivre cette saison-là. On te souhaite tout le meilleur pour saison 10. Tous les liens pour la Formule 1 aussi seront en dessous. Cette saison s'annonce quand même top. Je pense qu'il y aura vraiment un niveau très élevé, beaucoup de compétition et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc merci encore. Merci à vous qui nous écoutons. On est dispo de partout. Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Insta, TikTok, mais pas sur iTunes. Petit regard de coquin. Merci Stoff. À la prochaine. Et merci tout le monde. Ciao, ciao. Merci, Stop. Ciao, ciao.